Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. La fin du quoi qu'il en coûte nous aura coûté d'ailleurs 80 milliards, nous a dit Bruno Le Maire. Hier, Patrick Artus, qui était assis à votre place, m'a dit c'est plus, c'est peut-être même le double. Mais à la fin du quoi qu'il en coûte, donc, commencera à la fin du mois, au 30 septembre, avec la fin de la disparition du Fonds de solidarité. Pour vous, c'est vraiment, ça y est, le début de la fin? Cette question, je l'ai posée hier aussi à Patrick Artus. C'est le début de la fin du quoi qu'il en coûte? Écoutez, on en doute un peu quand on voit par exemple la visite du président de la République aujourd'hui à Marseille. On voit bien que l'idée... Oui, mais il y a des besoins de sécurité, il y a un besoin Il y a beaucoup de besoins, mais si vous voulez, le problème du quoi qu'il en coûte, c'est l'idée que finalement, il serait à la fois légitime et intelligent de ne pas compter l'argent public. Quand il y a le feu dans la maison, oui, mais on éteint l'incendie, non? Certes, mais... Dans l'urgence. Avec succès, quand on voit les résultats sur l'emploi, sur les entreprises. On doit continuer à avoir en tête les priorités. Alors, les succès, ils sont quand même assez relatifs. C'est vrai que la France va avoir 6% de croissance cette année. On sort de moins 8. Et puis, ce que vous venez d'expliquer, il y a quand même des talons d'Achille importants. Je rappelle que l'industrie française fonctionne 5% en dessous de son niveau de 2019. Mais vous ne voyez pas le verre d'eau à moitié vide, encore une fois, quand on voit le niveau d'emploi qui est revenu à son niveau pré-crise, beaucoup de faillites qui ont été évitées, et c'est lié, le pouvoir d'achat qui a été préservé des Français. Tout ça on peut dire que c'était quand même un succès, ce quoi qu'il en coûte, même s'il nous coûte cher, même si la facture est élevée. Hein. La facture est considérable. Je pense qu'on va la voir vraiment apparaître à partir de 2023, quand on s'apercevra que la France a le déficit le plus élevé de la zone euro, et quand les taux d'intérêt vont commencer à augmenter à cause du retour de la hausse des taux, de l'inflation. Ensuite, il faut comparer aux autres. Et c'est vrai que certains pays font plus mal. Par exemple, le Royaume-Uni qui cumule Covid et Brexit. Ouais. Mais à l'inverse, il y en a qui font quand même beaucoup mieux. Et donc, notamment quand on compare à l'Allemagne, c'est d'ailleurs étonnant de voir à quel point l'élection allemande, qui est très importante pour nous, est peu couverte aujourd'hui par les médias. Il est certain que aujourd'hui, l'écart entre les deux pays, il s'est considérablement creusé. Qu'on regarde la production, parce que l'Allemagne est déjà revenue à son niveau de pré-crise, qu'on regarde l'emploi, l'Allemagne est en plein emploi, et évidemment l'excédent commercial considérable de notre grand partenaire. Donc, si vous voulez, derrière, il y a beaucoup d'autosatisfaction aujourd'hui. Il faut quand même regarder les choses froidement. La réalité, c'est que notre pays a descendu pas mal de marches depuis le début des années 80 et qu'avec cette épidémie de Covid, on en a encore descendu une et qu'aujourd'hui, on va sortir comme un pays du sud de l'Europe. Sans doute le premier du sud, mais un pays du sud de l'Europe est très éloigné par ses performances des pays du nord de l'Europe, ce qui sera un problème très vite pour la gestion de la zone euro. Donc c'est ça qui peut générer, selon vous, une crise. C'est vrai que 2022, on se dit que la dette sur fond d'élection présidentielle, la dette va filer. 2022, et en même temps, la BCE est toujours là pour acheter, donc a priori 2022 va se dérouler sans encombre. Vous évoquez 2023, c'est moi, Patrick Artus m'a dit la même chose, il m'a dit 2023, ça sera le moment où on verra bien, voilà, potentiellement il peut y avoir un risque de crise de nos finances publiques sur 2023. Les structures sont effectivement assez connues, c'est-à-dire que premièrement, ça va continuer à être en partie une année Covid, on espérait que le premier semestre au moins. Deuxièmement, pour cette raison même, on va continuer à avoir des politiques monétaires qui seront assez expansives. Il faudra attendre le renouvellement de Powell à la Fed pour voir un peu ce qu'il compte faire pour son second mandat. Mais ça va continuer effectivement à être plutôt expansif. Et enfin, clairement, pour ce qui est de la France, le quoi qu'il en coûte va continuer à déverser beaucoup d'argent. Je rappelle que le déficit structurel... C'est 6 points. C'est 6,2 points de PIB. De la France. C'est un déficit structurel. Donc, quand on nous parle d'investissement ou de dépenses d'avenir, le déficit structurel, par définition, ce n'est pas de l'investissement et des dépenses d'avenir. C'est simplement la mécanique nécessaire pour faire vivre au jour le jour les services publics. Donc, 6,2% de déficit structurel, si vous voulez, c'est gigantesque. Et donc, aujourd'hui, personne ne voit comment on va pouvoir gérer cette... Il y a un risque de crise des finances publiques en 2023. Oui, bien sûr, oui. Oui.
Oui, parce que, comme on l'a dit, l'inflation est quand même en train d'accélérer partout. Contrairement à ce qui est dit, il y a des éléments provisoires avec des pénuries, y compris sur le travail. Donc ça va quand même mettre en route une dynamique de hausse des salaires, qui n'a pas d'ailleurs que des effets négatifs, mais qui va jouer. Et donc, il est faux de dire que toute cette inflation est une inflation purement conjoncturelle. On est en train de mettre, ce qui est d'ailleurs normal compte tenu des monceaux de liquidités qu'on a déversés, il y a bel et bien une inflation structurelle qui est en train de s'installer dans les pays. Qui n'est pas dramatique. Non, mais ça veut dire que... Qui n'a rien à voir avec l'inflation galopante qu'on a pu avoir dans les années 70. Oui, non, mais il y a une chose qui sera en revanche intenable, c'est qu'on ne peut pas avoir des taux négatifs et une inflation à 3 ou 4 %. Non. Ça n'existe pas. Non. Et donc, là-dessus, on va avoir une correction. Et si vous voulez, là où la France est dans une position très compliquée, c'est que c'est un des pays qui est surendetté au plan public, mais qui est aussi surendetté au plan privé. Ouais. Donc, dans les pays qui subiront très fortement la hausse des taux... donc c'est-à-dire que quel que soit le président qui sera élu ou réélu l'an prochain, il aura, d'ailleurs c'est ce que me disait Patrick Artus hier, l'ardente obligation de réduire ce déficit public quasiment dès son arrivée au pouvoir. Mais on va avoir, si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on aura une campagne présidentielle sur cette thématique-là. Non, mais exactement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une énorme tension. C'est-à-dire que la campagne présidentielle est partie sur les bases du quoi qu'il en coûte. Et donc, personne ne s'occupe ni des dépenses, ni du déficit, ni de la dette. Et que la réalité du prochain quinquennat, elle va être surplombée par la vraie sortie de la crise Covid. C'est-à-dire... comment est-ce qu'on traite nos problèmes de compétitivité de production, comment est-ce qu'on traite nos problèmes d'innovation, comment on traite nos problèmes de travail, comment on traite nos problèmes de surendettement public et privé. Et donc, ce qui est vrai, c'est que rarement la situation du pays a été plus dégradée depuis 1945, et rarement l'offre politique et le discours politique est aussi décalé des problèmes du pays. Ouais, en même temps, pardon, mais quelle forme pourrait prendre ce tour de vis budgétaire? Pour vous poser la question aux Français, les hausses d'impôts, ils n'en veulent pas, les baisses des dépenses publiques, ils n'en veulent pas. Comment vous faites? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Tout le monde... Réforme des retraites, non, ce que je dirais, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et on a raison, tout le monde, les chiffres sont tellement gigantesques, on s'occupe toujours du niveau et on ne s'occupe finalement très peu du contenu. Et donc, dans ces dépenses, il y a évidemment un travail à faire sur le niveau, mais il y a un énorme travail à faire sur l'efficacité de la dépense publique. C'est un discours qu'on entend depuis tellement d'années. Oui, mais on l'entend, mais rien. Regardez, il y a deux exemples frappants aujourd'hui. Donc, on a remis à peu près 12 milliards d'euros et dans la santé et dans l'éducation, sans faire strictement aucune réforme. Donc, on s'est absolument pas attaqué au problème de l'inefficacité structurelle de l'hôpital et du système éducatif. Et c'est là où on aurait des marges importantes. Entre le poids... Et par ailleurs, il faut réfléchir clairement, clairement aux missions de l'État. Il y a deux choses qui sont apparues très fortement avec cette crise. C'est que, ça nous a rappelé à quel point l'État est important, mais il y a l'État... et la sécurité, la résilience du pays. Et puis, il y a l'État entrepreneur et soutien de l'innovation. Et il se trouve que c'est les deux plans sur lesquels, dans notre pays, il est gravement déficient. Donc, vous voyez, c'est une manière... on verra sur si vous voulez, le niveau des dépenses. Le problème des impôts, il est clair, c'est que notre pays est déjà au top sur toutes les catégories d'impôts. Donc, si on veut définitivement tuer l'économie, effectivement, on relève les impôts. Donc, c'est clairement pas la priorité. Mais il y a, vous voyez, tout ce pan qui est vraiment extrêmement important sur la nature des missions de l'État, l'efficacité, je suis pas sûr qu'on aura ce débat-là, la réforme des modes de fonctionnement. Vu comment démarre la campagne, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on ait débat sur ces questions-là. Mais ce serait fondamental de l'avoir. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire sur la rationalisation de l'État sur le territoire. Et puis ensuite, j'insiste, les deux problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit parce que l'économie repart, mais elle repart comme d'habitude par la consommation. C'est comme en 81.
le ministre de l'économie se réjouit des cartes bleues. Le problème des cartes bleues, c'est que, comme en 81, elles financent les exportations allemandes, mais aussi aujourd'hui espagnoles sur l'alimentaire, italienne ou autre. Et que on a un énorme, ce que vous avez souligné, un énorme déficit commercial qui va tourner autour de 70 milliards cette année. Oui. Donc, si vous voulez, la première chose, ça serait de traiter le problème de l'offre. Et vous voyez, qui est traité quand même, baisse d'impôts de production, baisse de l'impôt sur les sociétés, alors un peu, baisse de charges. Oui, mais vous voyez, il y a d'énormes occasions ratées. Prenons le chômage partiel. On a eu 3 millions de personnes en chômage partiel. On sait qu'une bonne partie ne vont pas retrouver l'emploi qu'elles occupaient. On les paye, je trouve ça tout à fait légitime, mais personne ne s'est occupé de les former, par exemple. Alors que certains pays, notamment nordiques, évidemment, ont imposé une formation. Et c'est le bon sens même, qui est de dire que pour une partie importante parce que là, effectivement, la sortie du chômage partiel, elle est connue, c'est-à-dire qu'on va arrêter un jour, ces flux vont devoir s'arrêter quand même. On va sans doute prolonger jusqu'après la campagne présidentielle. Et quand on va arrêter, les gens qui étaient portés par ça... Il n'y en a plus beaucoup, il y en a quelques centaines de milliers. Ils sont 800 000, je crois, aujourd'hui, en chômage partiel. Non. Si. Enfin, ça a beaucoup baissé par rapport aux 3 millions. C'est la ministre du Travail qui me l'a dit. On est à moins d'1 million aujourd'hui. Voilà, mais on est un peu en dessous du million. Mais je rappelle qu'on a aussi en face une pénurie de travail extrêmement importante. Donc, vous voyez... Ça, encore, c'est une piste de réflexion parce que sur l'État-providence, on raisonne toujours sur les grandes fonctions, les économies à faire. Donc oui, il va falloir augmenter l'âge de la retraite. Mais tout ça, finalement, c'est connu et c'est juste un problème de courage politique. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne s'interroge pas, vous voyez, typiquement sur la manière d'activer l'État-providence. Là, on en avait... L'occasion. On en avait un bon exemple. 3 millions de gens qu'on portait, qu'on payait, mais il y a eu des formations. On a juste payé, on n'en a rien fait d'autre. Certains étaient formés, et on aurait pu en faire. Et de même, aujourd'hui, vous voyez, la manière dont l'État pourrait fonctionner. On a donc 3 problèmes aujourd'hui sur l'offre. La compétitivité, vous en avez déjà parlé. On a des pénuries de matières premières et de composants. Et puis on a une pénurie de travail. Mais l'État ne s'est absolument pas occupé d'essayer de régler cette pénurie de travail. Alors que, imaginons même avec 1 million de gens en chômage partiel, on pourrait essayer d'être un peu imaginatif et innovant pour essayer de faire le pont avec les entreprises qui recherchent des collaborateurs et qui n'en trouvent pas. Or, on est simplement immobile. Donc, c'est la manière, vous voyez, d'activer l'État-providence. On ne peut pas sortir d'une crise pareille évidemment en niant l'utilité de la solidarité, ça serait complètement idiot. Mais il y a une manière de concilier solidarité et efficacité économique que malheureusement qu'on n'arrive pas à trouver en France et que de fait les pays d'Europe du Nord réalisent beaucoup mieux. Alors, autre sujet, on va parler un peu de géopolitique puisqu'on vous a en plateau. 20 ans après les attentats du 11 septembre, on parle de l'Afghanistan. Les talibans donc reprennent le pouvoir là-bas. Est-ce que les talibans version 2021 sont aussi rigoristes et obscurantistes qu'en 1996 ? Quand on écoute leur discours, en termes de communication, ils nous parlent de gouvernement inclusif, de gouvernement ouvert. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que ou est-ce qu'on peut leur donner le bénéfice du doute ? Il y a les mots et puis il y a les actes. Là où on est sûr que les talibans ont changé, c'est qu'ils sont beaucoup plus intelligents en termes de communication et en termes de diplomatie. Il ne faut jamais oublier qu'entre 1996 et 2001, c'était un système qui était complètement clos, fermé. Personne ne les avait reconnus et ils ne parlaient à personne. Donc c'était devenu... Là, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont préparé leur prise du pouvoir en discutant avec les Chinois, avec les Russes, avec les Iraniens, et qu'ils ont y compris piloté le départ des Américains avec un dialogue opérationnel. Plus que de la communication, stratégiquement, c'est bien joué. En termes de diplomatie, d'organisation. C'est bien joué, et il y a incontestablement un vrai changement. Alors ensuite, sur ce qu'on peut savoir des zones qui sont gérées et qui sont sous contrôle des talibans, il n'y a pas eu, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'améliorations. Et on va voir comment se constitue le gouvernement, puisque pour l'instant, ce mouvement est extrêmement éclaté. Il y a d'ailleurs plusieurs pôles entre ceux qui sont à Doha, les militaires, les religieux.
il va falloir regarder comment les choses se mettent en place. Il va y avoir un critère intéressant spécialement pour nous, parce que c'est des gens dont on a toujours été proches, c'est de voir ce qui va se passer dans le Pamshir avec le fils de Massoud. Il y a un certain nombre les gens de l'armée afghane qui voulaient encore se battre sont allés dans le Pamshir, et on va voir si ça tourne à la guerre civile, ou s'il y a des formes de dialogue ou de compromis qui sont mises en place. Est-ce que l'Afghanistan va redevenir la base arrière du terrorisme international ? Là encore, les choses ne sont pas jouées, mais la probabilité est quand même assez forte. Pourquoi ? Parce que quand on regarde qui s'est battu avec les talibans, il y a beaucoup une fois que l'Irak et la Syrie ont été fermés, c'est pour ça qu'il y a une grande inquiétude au Moyen-Orient, dans beaucoup de pays du monde arabe, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans les combattants talibans, on a beaucoup de djihadistes étrangers. D'où l'inquiétude aussi des Russes, par exemple, parce qu'on a beaucoup de djihadistes qui viennent d'Asie centrale ou du Moyen-Orient. Donc, que vont-ils faire une fois que le pays sera géré par, les talibans afghans ? Personne n'en sait rien, mais la probabilité qu'il y ait en tout cas un foyer d'exportation du terrorisme, elle est évidemment forte. Est-ce que cette prise de pouvoir, ça crée une forme de déflagration géopolitique ? Est-ce que ça change l'équation géopolitique dans la région, mais pas seulement, avec certains qui peuvent en bénéficier ? On pense à la Chine, on pense à la Russie. Alors, c'est un événement qui était à la fois prévisible, d'une certaine manière annoncé, mais c'est un peu comme la chute de Saigon au Vietnam. La chute de Saigon en 1975, c'est la fin de l'Amérique impériale. Et cette fois-ci, cette chute de Kaboul, c'était juste une question de temps. Donc ça allait beaucoup, beaucoup plus vite que tout ce que... Même le Pentagone n'a pas vu venir, de manière aussi rapide. Oui, ni les services de renseignement américains. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment l'entrée dans le monde post-Amérique, et qu'il va falloir tous en tenir compte. Là où il y a une forme de continuité, c'est que le retrait des États-Unis, en réalité, il a été beaucoup amorcé par Obama, après l'espèce de démesure impériale des années Bush. Ça a été, finalement, c'est la suite de la politique Obama et Trump, cette décision de Joe Biden. Ouais. Alors, elle a été exécutée de manière catastrophique, mais le signal qui est donné, il est très important. Donc, si vous voulez, c'est 20 ans d'engagement. C'est entre 800 et 1200 milliards, 800 engloutis. C'est 3000 morts pour l'OTAN. C'est 66 000 pour les Afghans qui se sont battus avec nous. Quelle leçon on tire de ça, encore une fois, si vous voulez, défaite cuisante pour les États-Unis et pour l'OTAN, vous avez raison. Et pour l'Occident. Ce n'est pas seulement une défaite américaine, c'est la plus grande défaite de l'OTAN depuis sa création en 1949. Donc les leçons à tirer, je pense que donc, pour les États-Unis derrière, il y a une stratégie quand même, qui est de donner la priorité absolue au cantonnement de la Chine. Pour l'Europe, il y a quand même une grande leçon à en tirer, c'est qu'on a vu à quel point la garantie de sécurité américaine aujourd'hui est virtuelle. Et c'est intéressant parce qu'il y a l'élection allemande, donc l'Allemagne est pour l'instant, après le départ du Royaume-Uni de l'Union, c'est quand même l'Allemagne qui bloque aujourd'hui l'autonomie stratégique de l'Europe en expliquant que finalement c'est une pure illusion. Et on a quand même eu la démonstration à la fois fragilité et puis unilatéralisme des États-Unis. Et puis il y a quand même une leçon pour la France, c'est que très franchement, quand on regarde aujourd'hui le Mali et le Sahel, on a exactement la même structure que l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'on a des djihadistes qui sont en forte progression et qui sont soutenus à la fois par des forces extérieures et par une partie et par des gens qui sont extrêmement ambigus dans les gens qui sont au pouvoir au Mali. On a un gouvernement, alors coup d'État militaire, corruption endémique, division ethnique et raciale, et on a une population qui aujourd'hui s'est retournée et qui est extrêmement hostile à la présence militaire de la France. Donc, si vous voulez, il y a quand même une conclusion pour la France, c'est que maintenant,
si on ne veut pas terminer avec les mêmes images qu'en petit que ce qu'on a vu à Kaboul, il est grand temps d'organiser la sortie de nos troupes du Mali, et de le faire de manière ordonnée et de réfléchir à la manière dont, en revanche, on organise la continuité de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que la Chine sort renforcée? Et le lien après, c'est la Chine, effectivement, parce qu'il se passe quelque chose en Chine. Alors, il se passe beaucoup de choses en Chine. On va en parler, mais juste par rapport à l'Afghanistan, est-ce que la Chine sort... Parce que la question, c'est le financement aussi des talibans. Comment ils vont financer? Parce qu'ils n'auront plus d'aide, a priori, pour l'instant. Non, l'aide internationale représentait 22% du PIB. C'est un pays où le pouvoir d'achat, c'est $500 par tête. Et donc, quand on enlève $100 sur 500, ça va se voir, comme vous l'avez vu, les banques, enfin toutes, puis il n'y a plus rien qui marche. Donc la Chine va évidemment essayer de monnayer l'accès aux ressources, parce que c'est un pays qui est très riche, notamment en lithium, ce qui est un composant clé, et pour le numérique, et pour la transition écologique. Ouais. La Chine, à court terme, évidemment, elle se réjouit parce que c'est non seulement une défaite, mais une humiliation des États-Unis. Moyen terme, c'est plus compliqué parce que c'est quand même un foyer d'instabilité, voire de terrorisme, à ses portes. Ouais. Mais au-delà, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est la mise en place vraiment de la nouvelle guerre froide en Asie. Parce que on a eu, pardon, je coupe, on a eu plusieurs décennies, encore une fois, de décollage spectaculaire en Chine. 4 ou 5. Et là, on a cette Chine de Xi Jinping qu'on voit là, qui semble se refermer, opérer un virage à 180 degrés. Notamment, on l'a vu au travers de la mise au pas des géants technologiques, mais ce n'est pas seulement ça. Pourquoi ce tournant, pourquoi ce virage-là, idéologique? Alors, le virage, il a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Xi, et notamment le 19e congrès du Parti communiste, où on a eu à la fois l'affirmation de la volonté de conquérir le leadership mondial en 2049. On a une réaffirmation de la primauté du Parti communiste, de ce qu'on appelle la pensée Xi. Et puis on est repassé à un système maoïste avec, il ne faut jamais l'oublier, un pouvoir à vie de Xi Jinping. Donc le retournement avait commencé, il a été accéléré effectivement, avec une fermeture, un double mouvement, fermeture de l'économie et expansionnisme extrêmement agressif à l'extérieur, avec donc l'annexion de facto de Hong Kong. Avec, pardon, je coupe, mais fermeture de l'économie, c'est quand même ce qui a permis l'essor, l'enrichissement des Chinois. C'est incroyable de fermer l'économie, de la mettre sous tutelle. Alors c'est une des grandes questions, c'est est-ce que c'est la fin des 40 glorieuses chinoises? Et c'est peut-être le cas, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir faire vivre une économie de la connaissance, de l'innovation et des services avec le rétablissement de la tutelle du Parti communiste sur les entreprises, sur les universités, sur les centres de recherche. Mais le mouvement, il est spectaculaire puisqu'on a eu la mise au pas. Donc, on a beaucoup parlé de Jack Ma, mais derrière, il y a eu Didi, il y a eu tout l'enseignement privé nationalisé, qui représente 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc maintenant, il est nationalisé puisqu'il n'y a plus le droit de faire du profit. Et maintenant, vous avez vu, ce sont les jeux vidéo. Oui, 3 heures par semaine. Voilà. 20h, 21h, vendredi, samedi et dimanche. Exactement, uniquement le week-end avec... donc, si vous voulez... ça, c'est quand même une rupture qui est fondamentale. Ça porte en germe cette fermeture qui est à la fois économique, à la fois financière, qui est technologique, qui est même peut-être stratégique. Ça porte en germe peut-être le début du déclin pour la Chine. Alors, ça peut être... Ou alors, sauf si elle a atteint une forme d'autonomie. Alors, c'est vrai que c'est un pays-continent, mais si vous voulez, il y a deux choses qu'on peut rappeler. D'abord, historiquement, c'est ce qui s'est passé au XVe siècle, c'est-à-dire la fermeture de la Chine au moment des grandes découvertes, au moment où l'Occident, qui était l'Europe, faisait la conquête du monde et d'ailleurs arrivait y compris en Asie. Et la deuxième chose, c'est que ce mouvement de fermeture, il va quand même se heurter d'abord au vieillissement démographique de la Chine, et puis à ce qu'on disait, si on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire si c'est vraiment une économie d'innovation, très franchement, avec ce qui est en train de se mettre en place, les entrepreneurs, les gens qui réussissent et les cerveaux chinois, leur seule solution, c'est le départ le plus rapide possible. Et là, ça crée un appauvrissement, évidemment. Et là, ça crée non seulement un appauvrissement, mais
une vraie question sur l'aptitude de la Chine. Pour le coup, il pourrait lui arriver ce qui est arrivé à l'Union soviétique face aux Américains. Il faut se rappeler, vous voulez, en 75, chute de... la puissance de la Chine n'a rien à voir d'aujourd'hui avec la puissance russe. Mais chute de Saigon en 75, 80. Chute du mur de Berlin en 89. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis sont passés sur le bon mode face à l'Union soviétique, qui n'était pas le mode militaire, mais le mode économie et technologie. Sous Reagan. Évidemment, vous avez parfaitement raison, la situation est très différente aujourd'hui, parce que la Chine est un adversaire beaucoup plus complexe et redoutable parce que la compétition est idéologique et militaire, mais elle est aussi économique et technologique. Et puis de l'autre côté, les États-Unis sont beaucoup plus affaiblis. Même les États-Unis de la fin des années 70 restent la grande superpuissance. Aujourd'hui, c'est un danger pour nous. C'est une nation divisée. Quelles conséquences à long terme, encore une fois? Quel danger pour nous, démocratie occidentale? Est-ce que c'est pas aussi une opportunité, Nicolas Bavrez, pour nous justement, pour attirer peut-être les cerveaux, les talents qui ne voudront pas vivre ça? Alors bien sûr, mais si vous voulez, d'une manière générale, cet été, on a quand même vu se réaliser tous les grands risques, j'allais dire, géopolitiques du XXIe siècle. On a le problème climatique avec les inondations, les tsunamis, les incendies. On a l'Afghanistan avec une lourde défaite de l'Occident. On a l'agressivité de la Chine, on a les problèmes du cyber. Donc, on a sous nos yeux ce à quoi il faut répondre. Par ailleurs, on a aussi la démonstration que la réponse traditionnelle de l'Europe, qui était « je m'en remets aux États-Unis pour gérer l'économie et gérer la sécurité », ça ne marche plus. Donc, à partir de là, il faut effectivement construire une réponse européenne. On parlait de l'Allemagne. C'est vrai que la stratégie de Mme Merkel, qui a été une stratégie mercantiliste, qui était d'être avec, du moment qu'on commerce, extrême complaisance vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou de la Turquie, ça n'est plus de mise. La confiance dans l'OTAN avec ce qui se passe avec ce que fait Erdogan, ça n'est plus de mise non plus. Il faut donc arriver à retrouver une base autonome de l'Europe. C'est aussi vrai du capitalisme. Il faut qu'on ait nos standards en matière de capitalisme soutenable, durable, de responsabilité environnementale et sociale. On a aussi un boulot à faire qu'on les fasse appliquer. Chez nous, Il faut, et ça, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été faites en Europe sur le Green Deal. Il faut que maintenant on arrive à trouver une réponse claire sur la transition écologique. Il faut maintenant qu'on gère la sécurité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a c'est aussi une chance historique. L'Afghanistan, par exemple, pose clairement le problème de comment est-ce qu'on va gérer les flux migratoires, comment est-ce qu'on fait un départ clair entre l'asile, et il faut défendre le droit d'asile, mais à l'inverse, l'idée que ce continent soit complètement ouvert, qu'il n'y ait aucun contrôle des frontières, ça n'est plus possible. Donc c'est une chance historique de poser ces problèmes et d'essayer d'apporter des réponses communes. On a réussi à bouger en termes monétaires, parce qu'il y a quelques années, personne ne pensait que la BCE pourrait conduire une politique de ce type. On a bougé en termes budgétaires avec le plan de relance européen, qui là encore, ça a mis du temps. Mais ça, commun. En matière de vaccins, là encore, le diesel a très mal démarré, mais après avoir beaucoup toussé, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas si mal et qu'on est plutôt en avance sur les États-Unis ou d'autres. Maintenant, le gros problème, si vous voulez, c'est que c'est à l'inverse de ce qui s'est passé après la chute de l'Union soviétique. On n'a fait que de l'économie, de la technologie. On a perdu de vue la géopolitique et les valeurs. Aujourd'hui, c'est un monde dans lequel c'est le retour de la géopolitique, c'est le retour des valeurs. Et il faut que les Européens se déterminent et prennent leur parti. Il faut écrire un bouquin là-dessus, Nicolas Bavrez. Écoutez, le prochain doit sortir à la fin du mois. Il s'appelle « Reconstruction » avec un S. Et je ne suis pas sûr qu'il arrivera à répondre à toutes ces questions, mais en tout cas, il va essayer de se colter avec certaines d'entre elles. Vous reviendrez pour en parler. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Bavrez, donc essayiste économiste, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.